Bonjour et bienvenue à cette troisième émission de pèlerinage de notre voisinage à Bourgette. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs endroits qui seront certes vous intéresser. Alors venez avec moi alors que nous commençons notre pèlerinage. Alors, nous sommes maintenant rendus au premier endroit de ce pèlerinage de notre voisinage à Bourgette. Le premier endroit, vous l'avez sûrement deviné, la forêt La Rose. Celle-ci a une histoire très particulière. Son histoire débute en 1804, alors que les colons de la région ont coupé la plupart de la forêt existante pour la marine royale ainsi que la construction de l'Angleterre. Cette ère d'exploitation a duré plus de 100 ans et laissera derrière elle des acres détruites complètement. Ce n'est seulement qu'à partir des années 1900 que les résidents ont réalisé qu'il y avait un problème, simplement parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à la demande des moulins de scie d'Ottawa. Ce déchiffrage perturbe grandement l'équilibre naturel de la région. Elle affecte notamment les cours d'eau, la faune, la flore et la propagation des incendies. Cette région fut alors baptisée le désert de Bourgette. C'est à ce moment que les agriculteurs sont venus s'installer sur ces terres. Par contre, ils réalisèrent que ce fut un grand échec, simplement parce que l'agriculture ne pouvait pas s'y prendre. Le sol était désormais trop sablonneux. C'est donc à partir des années 1920, grâce à l'initiative de plusieurs agriculteurs et surtout avec en tête M. Ferdinand La Rose, que le reboisement de cette forêt a débuté. 8 ans après le début du reboisement, M. La Rose a décidé de convertir les fermes abandonnées en terres agricoles et surtout boisées qui vont devenir finalement la forêt La Rose. La forêt La Rose va bientôt avoir 100 ans. Mais revenons en arrière. La plantation de cette magnifique forêt comporte plus de 18 millions d'arbres, plus de 108 km² de boisés. Elle est définie comme une des plus grandes plantations humaines au Canada. Cette initiative citoyenne a été réalisée notamment grâce à plusieurs milliers de travailleurs qui ont été épaulés par M. Ferdinand La Rose. Nous allons voir M. Ernest Urtubise, que vous allez découvrir plus tard dans nos émissions, a également fait partie de ces travailleurs qui ont grandement contribué ici à la forêt La Rose. Toutefois, les débuts de la forêt La Rose n'ont pas été aussi impressionnants. Notez que la première année, il n'y avait eu que 6000 arbres, on va dire des pins, qui ont été ici cultivés. Maintenant, on peut compter plus de 27 000 acres à Bourgette. Elle est devenue une réserve faunique et un exemple fantastique d'initiative citoyenne. Nous sommes heureux de savoir qu'ici à Bourgette, la forêt La Rose va demeurer. Bonjour, je m'appelle Manon Besner, je suis technicienne en foresterie à la forêt La Rose. Bref, on entretient la forêt et on veille à sa santé. Vers la fin des années 1800, la communauté de Grant a commencé à quitter suite au grand feu qu'il y avait eu dans la communauté. Donc, ils ont laissé les terres incultes, ce qui a résulté à avoir une grande aire dénudée et puis qui s'appelait le désert de Bourgette. En 1920,
À travers l'Ontario, il y avait plusieurs programmes de reboisement qui étaient entrepris. Donc, ce n'était pas seulement dans la région que ça arrivait, mais à travers l'Ontario. Et puis, donc, ces gens-là qui avaient abandonné les terres ne payaient pas les taxes et les comtés unis de Prescott Russell ont décidé de reprendre ces terres-là pour les taxes non payées. Ce que ça a fait, c'est qu'en agglomérant toutes ces terres-là ensemble, Ferdinand Larose, qui était l'agronome pour les comtés unis à ce moment-là, a décidé d'entreprendre un programme de reboisement. Et ce programme-là a débuté en 1928. Le premier 40 hectares de bois a été planté. C'était des conifères. Ces conifères-là pouvaient survivre en sol sablonneux, puis ont décidé de continuer le programme à travers les années. Dans les années 40 et 60, c'est là qu'on a planté des millions d'arbres à chaque printemps, ce qui a formé éventuellement une terre aménagée. Donc, les terres boisées des comtés unis formaient maintenant 25 000 acres de terrain. Et puis, ces terres-là sont des terres aujourd'hui qui ont un tiers de plantation, les plantations de conifères comme qu'on voit derrière moi, et un tiers de forêt naturelle et qui est plus feuillue, et aussi un tiers de marais, donc des endroits plus humides où est-ce que les gens peuvent presque pas marcher. C'est des bogs, c'est des marais, de l'eau ouverte. En principale partie, les arbres qui ont été plantés, c'était du pin rouge, comme on voit derrière moi, du pin blanc, de l'épinette, du mélèze. La forêt La Rose, c'était un peu comme un jardin, un endroit où est-ce qu'on plantait, mais il fallait aussi entretenir ces plantations-là. Aujourd'hui, on est aussi une forêt de travail, où est-ce qu'il y a des coupes forestières. Il y a aussi de l'entretien qui se fait, de la préparation de terrain. On plante aussi de 15 000 à 20 000 arbres par année. Et puis, ces terres-là, il faut l'entretenir, veiller à sa santé. Donc, la communauté profite de la forêt La Rose comme étant un endroit de repos. C'est un endroit où est-ce qu'on peut venir faire de la randonnée. Les gens peuvent aussi venir faire leur sport préféré comme étant du ski durant l'hiver. Durant l'été et l'automne, c'est randonnée à pied, randonnée à vélo. On a des gens aussi qui viennent observer les oiseaux, observer la faune, la flore. On a 180 km de sentiers et de chemins, donc on peut retrouver n'importe quel utilisateur dans la forêt, que ce soit pour la chasse ou pour se promener à VTT, parce qu'on a des sentiers qui passent à travers. Pour la motoneige, le VTT. Donc, il y a toutes sortes de gens qui utilisent la forêt. Oui, j'ai plusieurs anecdotes. Chose est, c'est de choisir la bonne. Mais pour dire, ce qui m'impressionne toujours le plus, c'est quand que je travaille, puis je viens face à face avec de la faune, mais assez près. Que ce soit avec l'orignal, qui est une grosse bête. C'est toujours surprenant de le voir tout près de toi. En faisant le martelage ou l'inventaire, on est silencieux, puis souvent, c'est nous qui les dérange, fait que ce soit pour observer les oiseaux. Moi, j'adore me promener, puis pouvoir arriver à la maison le soir, compter à mes enfants que j'ai vu telle espèce d'oiseau ou telle espèce d'orignal. Donc, la faune, la flore, ça m'impressionne tout le temps. Nous sommes maintenant rendus à notre deuxième endroit de cette émission de pèlerinage. Nous sommes au 4047 chemin Schnops à Bourgette pour parler de la ferme Urtubise. La ferme Urtubise, son histoire commence en 1905 alors que M. Ernest Urtubise achète une maison ainsi qu'une ferme ici sur la rue Schnopp. Il va y demeurer jusqu'en 1937 alors qu'il déménagera pour devenir rentier dans le village de Bourgette. Toutefois, il cédera ses terres
à ses enfants et plus particulièrement à M. Ernest Urtubise. M. Urtubise trouve son âme sœur le 9 juillet 1929 alors qu'il épouse Élise Martel. Ensemble, ils auront quelques enfants. Toutefois, parlons de l'homme, Ernest. Il est notamment l'inventeur non officiel de la machine que l'on surnomme le crible. Une machine qui sert à éliminer les mauvaises herbes des graines, certains types de graines qui étaient jadis très difficiles à détacher l'un de l'autre. La ferme des Urtubise n'est pas seulement connue comme étant patrimoniale, mais également historique parce que M. Ernest Urtubise a été grandement impliqué dans divers enjeux sociaux et agricoles de la région de Bourgette. M. Urtubise s'est impliqué dans différentes organisations. Il a été le président du Cercle agricole de Bourgette, directeur de la coopérative laitière, directeur du comité diocésain d'Ottawa pour l'Union des cultivateurs franco-ontariens, commissionnaire de l'école séparée de Bourgette et conseiller de canton de Clarence. Il a donc fait beaucoup de chemin pour aider la communauté ici de Bourgette et également de Clarence. Il faut également noter que M. Ernest Urtubise a travaillé à titre de contremaître de la Forêt-Larose en 1950 et 1968. La ferme des Urtubise a changé de propriétaire. Elle appartient maintenant à la 4e génération, soit à M. Denis Saumur. Et pour nous en parler davantage, je vous invite à regarder le témoignage de M. Pierre Urtubise. Donc, parlons de votre grand-père en premier, Augustin. Quel type de personne était-il ici? C'est assez difficile pour moi d'en parler. J'aurais tellement aimé le connaître. Mais il est décédé avant que je vienne au monde. Alors, j'en ai entendu parler souvent. Je pense que c'était un type qui était assez bien organisé. C'était une personne qui avait le sens des affaires, je pense aussi. Il a pris le temps d'aller au chantier aux États-Unis, empiler un peu d'argent pour être capable d'acheter justement la ferme que j'ai connue de mes grands-parents. Et puis faire de bonnes affaires parce qu'il passait pour un propriétaire prospère dans le temps. Acheter une terre dans le temps, savez-vous combien ça coûtait? J'ai justement pris connaissance de certaines notes, là. Et puis, on parle de 4 000 $ puis de 5 000 $ qui est très peu pour aujourd'hui, mais qui était beaucoup pour le temps. Parce que là, on retourne dans les années 30. Oui. Puis même avant ça, mon grand-père, c'est en 1905 qui est devenu propriétaire de ce lot 22 demi-sud. Ouais. Et donc, votre grand-père, qui est devenu un homme d'affaires ici dans la région, ensuite, votre père, Ernest. Bon. Là, l'histoire est un petit peu plus complexe. La famille a grandi chez mon grand-père. Ils étaient 8 enfants, 3 filles et 5 garçons. Et puis, à un moment donné, je vais laisser un peu de côté parce que je ne connais pas toute l'histoire en détail, mais à un moment donné, ils se sont trouvés comme 3 familles dans la même maison. Alors, mes grands-parents, un oncle et une tante et mes parents. Et à un moment donné, mon père et ma mère ont décidé de partir. Et c'est là qu'ils ont acheté la ferme du lot 21 Sud, qui avait été propriété de mon grand-père avant. Probablement de façon à aider mon père que ça s'est passé. Mais oui. Votre père a bâti la ferme au complet? Non. Non? Non. Il est arrivé là, il y avait des bâtisses qui étaient là, mais il est obligé de... Il y a une expression qui dit « d'ernipper », c'est-à-dire de
faire de la restauration, de la réparation, puis même des modifications nécessaires pour abriter sa famille. Je crois que votre père en a fait beaucoup dans la population, comme dans la région ici. Je sais qu'il était un inventeur de ce qu'on m'a dit. Oui. C'était un grand pensif. On le voyait circuler, puis il se parlait à lui-même. Alors, on n'était pas inquiets, on savait qu'il jonglait à toutes sortes de choses. Oui, il a inventé ce qu'on appelle un crible. C'était pour arriver à séparer le mil de ses mauvaises herbes, qui n'était pas chose facile parce que le mil est un petit grainage rond, alors que d'autres grainages de mauvaises herbes qui étaient avec étaient à peu près de la même taille, puis de la même rondeur. Et puis, il a fallu qu'il trouve un moyen pour arriver à les séparer vraiment. Il s'est aperçu qu'un de ces grains-là avait une petite surface plate. Alors, en inventant une machine, quoi, qui faisait un genre de bump, il arrivait à déplacer une graine et l'autre circulait autrement. Mais il a passé des heures et des heures à essayer des choses pour arriver à ça. En 1949, je pense qu'il a commencé à travailler à la Forêt-Larose. Ça s'appelait dans le temps le Department of Lands and Forests. Et puis, mon frère a fait à ce moment-là son collège d'agriculture. Et en 1952, la famille de mon père a déménagé à la Forêt-Larose. Une maison avait été bâtie exprès pour notre famille à ce moment-là. Puis il a passé une vingtaine d'années à travailler pour la Forêt-Larose. Qu'est-ce qu'il faisait au juste? Il a fait un petit peu de bureau, mais très peu, c'était pas sa force. Sa force était la mécanique. La mécanique, l'électricité, la réparation, parce que ça a commencé avec, je me rappelle, un petit tracteur Ferguson et puis une planteuse. Mais rapidement, il y a beaucoup de machinerie qui s'est ajoutée. Et puis, ce qu'on sait de la machinerie, c'est qu'elle fait défaut après un certain temps. Donc, il fallait qu'il pense à organiser un atelier de réparation, puis... Et c'est comme ça que ça a grossi beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est une charrue Forêt-Larose? C'est une charrue à partir de la conception première, mais qui a subi de nombreuses modifications et ça s'est fait sur une période de temps, je dirais, plus ou moins longue. Mais c'est une charrue à un socle seulement. Il a fallu qu'il lui donne beaucoup de poids pour la garder en terre. Et c'est une charrue qui était plus grosse que les charrues connues à ce temps-là. Et puis, la roulette qui est en avant devait être assez forte pour être capable de trancher un arbre qui avait été écrasé par le bulldozer qui traînait cette charrue-là. Et on la stabilisait par un essieu et 2 roues d'autobus ou de camion dans le temps. Alors, pour arriver à ça, il a fallu qu'ils fassent plusieurs essais. Mais il était accompagné d'un autre type, Arcus Labelle, qui lui aussi était très intéressé dans la mécanique. Et puis, ça leur permettait de s'obstiner aussi en même temps. Et puis, être capable d'arriver à quand même faire ce qu'ils voulaient. Alors, c'est-à-dire aller dans une forêt plutôt jeune, mais tirer un trait de charrue dans l'aunage ou dans les jeunes arbres, de façon à avoir une butte de terre pour pouvoir planter les arbres sur cette butte-là. Okay. C'était surtout important d'avoir cette charrue pour les terrains qui étaient bas. Parce que dans le terrain bas, ça veut dire un terrain qui portait être humide trop longtemps. Et puis, si un terrain est humide trop longtemps, les plantes n'aiment pas tellement ça. Surtout le bois. Bien, je dirais les plantes en général. Okay. Ouais.
La plantation de la Forêt-Larose s'est déroulée pendant combien de temps, justement? Ça s'est fait sur plusieurs années. Je pense que mon père a connu la plantation presque tout le temps de sa vie passée à la Forêt-Larose. Alors, je dirais presque une vingtaine d'années. Donc, il l'a vu grandir de l'état de rien Ah, oui, absolument. Oui. à l'état de... Ah, oui. Il y en a beaucoup. Presque au moment où on la voit à certains endroits aujourd'hui. Je sais qu'elle a grandi depuis ce temps-là parce que mon père, ça fait 36 ans qu'il est décédé. Mais quand même, il l'a vu à certaines places qui étaient assez grandes. La forêt avait de longs Oui, troncs. en effet, devenu une grande forêt. Oui, oui. Votre père avait quand même une ferme. Oui, oui. C'était quoi la vie à la ferme? C'était plutôt genre de survie. Hein? On se comment est-ce qu'on dit? Se suffisait à soi-même hein, sur la ferme. Et c'est ce qui a sauvé la plupart des gens de ce temps-là, parce qu'il faut penser qu'ils ont passé... mes grands-parents ont passé à travers la crise. Puis mes parents ont connu la guerre aussi, puis les grands-parents aussi. Alors c'était des temps difficiles. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je me souviens qu'on m'avait dit qu'à un moment donné, que la famille, on avait passé un mois, puis les mois se succédaient comme ça, avec si peu d'argent, là, comme 45 $. Là. Alors, ça veut dire qu'on prenait sa nourriture sur la ferme. Le lait, les volailles, les œufs, donc la viande, etc. Évidemment, ça veut dire que chacun avait ses tâches. Oui, absolument. Quelles étaient les vôtres? Bien, les miennes ont commencé assez tôt. J'en faisais pas tant que ça parce que je n'étais pas le seul. Là. Mais comme nous étions 2 garçons et 7 filles dans la famille de mon père et de ma mère, donc j'ai commencé assez tôt. Je me souviens d'avoir commencé avec la treilleuse. Puis, il avait acheté une treilleuse en 1949. J'ai commencé à peu près à ce temps-là. Moi, j'avais à peine 10 ans, là, même pas... je n'ai pas commencé nécessairement en 49, là, mais j'avais peut-être même pas 10 ans quand j'ai commencé à aider à ce niveau-là. Et c'est sûr à d'autres niveaux aussi, comme épandre la paille et puis soigner le foin en avant. Ça peut se faire par un enfant, pas seul, là, mais apprendre en même temps à le faire. Vous m'avez dit que votre grand-père a traversé la crise. Justement, la crise économique. Est-ce que vous avez peut-être pas des souvenirs, mais quelqu'un qui vous a parlé de comment c'était justement survivre la crise ici dans la région? Bon, ça c'est beaucoup plus flou dans ma mémoire parce que je n'ai entendu parler seulement. Ça s'est passé, si je ne me trompe pas, la crise en 29 et je suis né en 42. Alors, je suis né passablement après la crise. Mais ce que je retiens, c'est que les temps étaient difficiles. On fonctionnait avec des coupons. Alors, heureux étaient ceux qui étaient sur les fermes, dans un sens. Et à ce moment-là, le village était constitué beaucoup plus de rentiers à ce temps-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est des rentiers qui sont au village, c'est n'importe qui. Hein? Puis c'est un peu tout le monde qui est au village. La campagne est plus désertique qu'elle l'était dans le temps. Mais, donc, la ferme, pour revenir, elle suffisait à la famille qui était sur la ferme. Également, on apportait aux rentiers au village. C'est ce qui sauvait la situation dans le temps. Qu'est-ce qu'un rentier? Je considère mon grand-père rentier à un moment donné, quand il a quitté la ferme pour laisser son fils Bruno sur la ferme, à sa place, et lui, il s'est en allé au village avec ma grand-mère et une ou deux de mes tantes. OK. Il payait une rente à quelqu'un qui appartenait à une maison, comme un locataire? Il avait acheté à ce moment-là une maison, si je me souviens de l'avoir entendu correctement. Ouais. Okay. Ouais.
Nous sommes maintenant rendus à notre troisième endroit de ce pèlerinage ici à Bourgette. Nous sommes au 4298 rue Schnopp, où se situe la maison Schnopp. Cette maison a une historique tout particulière. Elle débute en 1912, alors qu'elle fut construite par M. Adélard Schnopp. À l'époque, il y habitait la maison avec ses 10 enfants. 5 de ces 10 enfants sont devenus des religieuses et un religieux. Nous pouvons dire que c'est une famille qui est très pieuse. Lorsque Adélard décède, son fils Patrick prend la relève de la ferme familiale. Sa femme est devenue un grand succès et a joué un rôle d'importance dans la petite communauté de Bourgette, notamment parce qu'elle a fait l'ajout d'un troupeau de bovins Holstein et des troupeaux de moutons poussins d'oies, et elle s'adonne également à l'apiculture ici à Bourgette. En hiver, la famille Schnopp coupait le bois et le vendait à différents membres de la communauté. Au printemps, ils vendaient de grandes quantités de sirop d'érable et même que plusieurs de leurs clients venaient de l'extérieur et de très loin pour venir déguster ce petit joyau de produits local. Avec le temps, la ferme a transitionné à son fils Guy Schnopp. En 1977, Guy Schnopp décéda. Depuis, la maison Schnopp n'a aucunement changé. L'édifice est considéré comme un lieu patrimonial en raison de son architecture particulière, mais également en raison de l'impact que ses propriétaires ont eu sur la communauté de Bourgette. Nous avons maintenant terminé notre pèlerinage dans cette merveilleuse région de Bourgette. Durant ces 3 émissions, nous avons découvert plusieurs lieux historiques qui vous ont sûrement fasciné. Nous avons vu la gare de Bourgette, la maison Adéo, nous avons vu la forêt La Rose, la ferme Urtubise et bien plus encore. Et donc, restez avec nous alors que dans la prochaine émission, nous allons débuter notre pèlerinage dans la région de Hammond et Clarence Point.